Bonjour à vous tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bienvenue au webinaire pour mieux construire l'avenir, les opportunités économiques offertes par WASH. Je m'appelle Valérie Corré. Je suis directrice exécutive et c'est moi qui va travailler cette section. Vous avez reçu une invitation et vous savez de quoi il s'agit. Je voulais simplement vous rappeler que cela fait partie d'une série pour tous nous préparer en tant que leaders pour parler donc aux preneurs de décision, ministres des Finances, pour augmenter donc les fonds nécessaires. Cela va vous donner des informations pratiques que l'on peut utiliser pour donc leur montrer quelles sont les données. Dans le domaine de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène, nous allons passer donc 2 heures ensemble. Je voulais aussi vous donner des informations avant même de commencer avec l'ordre du jour. Donc la première chose, j'aimerais bien demander à tout le monde de mettre votre nom dans le chat. Dites-nous d'où vous venez et qui est avec vous, si toutefois vous êtes assis avec quelqu'un avec qui vous travaillez, un collègue ou autre, de façon à savoir qui est avec nous aujourd'hui. L'ordre du jour, eh bien, nous allons commencer donc avec un intervenant, Birkaden. Ensuite, nous allons parler des opportunités économiques. Nous allons faire ça pendant 15 minutes et ensuite, nous aurons une autre présentation donc sur augmenter le financement et là où nous devrions commencer. Et cela vient du manuel qui a été lancé il y a environ 2 semaines et j'espère que certains d'entre vous l'ont vu. Donc ensuite, nous arrêterons, donnerons l'occasion à chacun de poser des questions et et avant même de passer à l'autre présentation sur laquelle nous parlerons effectivement donc des cas d'investissement pour WASH, donc d'un point de vue de coût au financement et cela une présentation qui sera faite par Guy. Présentation que nous écouterons ensemble. Après, eh bien, nous passerons davantage de temps à avoir une discussion, questions-réponses en fonction de cette présentation. Et enfin, eh bien, nous allons voir effectivement quel est le processus et les étapes clés donc sur la responsabilisation dans cette autre section. Donc voilà ce que nous avons pour aujourd'hui. Commençons immédiatement. Tout d'abord, notre présentation sera donc notre intervenant pour cette séance, c'est-à-dire donc concentré sur les opportunités. Bill Campbell va donc nous parler. Jusqu'à récemment, Bill était en fait le leader international pour travailler à la Banque mondiale et donc s'occupe donc des questions qui portent essentiellement sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Il travaille dans le Sud, l'Asie du Sud, un peu partout. Et maintenant, il est conseiller principal donc pour notre organisation. Avec ça, Bill, je vous passe la parole. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous tous et merci Valérie pour cette présentation. Eh bien, écoutez, j'ai un certain nombre de diapositives à vous montrer. Je dois vous dire, je ne vais pas effectivement répéter tout ce qui est noté sur les diapositives. Ça prendrait beaucoup trop de temps, donc n'hésitez pas à les lire pendant que je parle. Et ensuite, eh bien, nous nous assurons qu'effectivement, nous passerons en revue donc ces diapositives rapidement de façon à ce que nous ayons assez de temps pour des questions-réponses. Donc, première diapositive. La question est pourquoi effectivement investir dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et lorsqu'on fait cette présentation, bien, on essaye de voir cela d'une perspective de ministre des Finances qui participe justement à ces réunions régionales. Donc, au fur et à mesure, eh bien, nous allons avancer. La première diapositive, quelques informations. Nous savons effectivement quels sont les bienfaits ou les avantages sur l'éducation. Nous avons 5500 personnes qui meurent chaque jour en raison d'un manque d'eau, d'assainissement et hygiène. Autre diapositive, eh bien, cette autre diapositive, justement, parle avec un titre d'avantages pour la santé, l'éducation et l'environnement et on devrait dire effectivement quels sont les avantages de côté financier, mais le premier point est qu'il y a en fait un titre qui justement qui porte donc sur sur les avantages et c'est aussi intéressant surtout pour les ministres des Finances de voir ce qui se passe avec les subventions qui vont dans un secteur donc de grande quantité d'argent 300-400
millions donc qui vont dans le secteur de l'eau, mais malheureusement, en fonction des petites études dans les 10 pays, eh bien, près de 60% des subventions ont été malheureusement au quintile le plus riche, alors que 6% seulement étaient dans le quintile le plus pauvre. Donc, c'est effectivement triste de la façon dont c'est organisé. Donc, des subventions importantes, mais malheureusement, qui ne vont pas nécessairement aux bonnes personnes. Maintenant, si nous passons à cette autre diapositive, là encore, eh bien, c'est essayer de créer un cas pour montrer pourquoi l'eau. Nous devons penser à l'eau, parler donc à ce forum tel que cela a été discuté en 2016 avec les 10 prochaines années avec un problème international autour de l'eau. Et si effectivement nous passons à cette autre diapositive, nous pouvons voir qu'il va falloir prendre en considération, donc mettre au-dessus de ce que j'ai déjà dit, ce qu'il passe donc avec la COVID-19 par rapport, donc nous avons maintenant 30 millions d'infections, 1 million de décès, pratiquement tous les pays du monde sont affectés et ça, c'est effectivement un problème sanitaire international. Et WASH est aussi un service, donc il est important de lier WASH à cela et parler aux politiciens. Et nous allons maintenant passer aux deux autres diapositives qui montrent ici justement que c'est en fait WASH, COVID, l'économie, et juste sud-est de l'Asie et donc très peu donc vont avoir une petite croissance. Les autres régions dans le monde entier verront malheureusement reculeront. Donc bien évidemment le problème de l'économie est important lorsque l'on pense comment WASH peut aider avec ça. Maintenant lorsque nous passons cette diapositive, cela vient du ILO et cela montre en fait comment les heures de travail ont été réduites pendant les 2 trimestres de 2020 suite bien sûr à la COVID-19. Donc, ce que nous essayons de faire ici, c'est essayer de montrer que nous avons un problème sanitaire international et WASH peut contribuer à ça. Nous avons aussi un problème d'emploi aussi et WASH peut aussi traiter ce problème. Donc, ici sur cette autre diapositive, juste pour cette présentation, j'ai essayé justement d'organiser autour de 3 thèmes pour que les ministres des Finances pensent à cela. Tout d'abord, c'est répondre. Donc, je pense que c'est ce que font tous les pays aujourd'hui, comment s'assurer de la continuité des prestations de services et étendre le service pour aider à contrôler la propagation de la COVID. Nous ne pouvons pas être en mode de réponse. Il va falloir penser effectivement la récupération et ça, c'est essayer de construire pour avoir un accès universel, offrir des possibilités d'emploi et nous devons penser aux réformes sectorielles, continuer avec cette récupération, cette reprise et penser de nouveaux sources de financement et Katrina justement en parlera dans l'autre présentation. Ensuite, nous avons pensé troisième option, nous avons nous causons toutes les 3 R qui fait partie de notre éducation. En fait, l'arithmétique, lire et écrire. Et donc, moi, je vais commencer le R au-delà de la reprise. Et donc, j'ai trouvé revitaliser parce que au fur et à mesure que le secteur avance, nous devons revitaliser en fait un secteur dans un secteur qui sera plus dynamique pour pouvoir justement arriver au SDG. Non seulement avec comme but d'avoir un accès universel, mais aussi pour essayer d'améliorer l'état de la qualité des services et autres. Donc maintenant, alors que nous passons à cette autre diapositive, nous allons parler de la réponse. Et ici, vous avez quelques chiffres justement autour de l'impact financier de la COVID sur les fournisseurs. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que ce que nous pouvons nous attendre, donc les recettes sont en baisse, collecte en baisse.
et la dette augmente. Il y a en fait des projets qui ont été retardés, donc l'impact que nous voyons au fur et à mesure que nous vivons dans ce monde de la Covid. Ensuite, eh bien, autre chose que les gouvernements peuvent faire pour s'assurer de cette continuité, justement, dans certains gouvernements, eh bien, en fait, ont décidé de différer des paiements ou de les et cela va réduire les revenus. Donc, les gouvernements doivent s'assurer, en fait, ces fournisseurs. Et il y a beaucoup de travail sur, en fait, des intentions de liquidité pour que ces personnes puissent accéder aux fonds, donc fournir du crédit pour pour le type de choses que les gouvernements peuvent faire. Donc, en termes de réponse à la pandémie. Nous allons maintenant passer à cette autre diapositive. Alors, pourquoi se concentrer sur WASH d'une perspective financière? Nous savons tous qu'en fait, il n'y a pas il n'y a pas de remède. Et en fait, eh bien, WASH est un élément essentiel de prévention, le pré-vaccin. En fait, il y aura plusieurs mois avant même qu'il y ait un vaccin contre la COVID, mais en attendant, eh bien, se laver les mains régulièrement est effectivement une chose qui est importante, que l'on peut faire. Et c'est pour ça que nous avons utilisé ce mot pré-vaccin, vaccin. Donc, ce sont le type de choses qui peuvent être faites. Et dans le pire cas, bien, les gens se retrouveront à l'hôpital. Et les ventilateurs, j'ai regardé, coûtent de l'ordre de 40 000 $ pour traiter quelqu'un justement aux urgences à la suite de la COVID. Et pourtant, il y a 150 à 300 $ par tête pour mettre un système d'eau et qu'un ventilateur puisse fournir entre un service de 130 à 260 personnes et 20 ans, effectivement, davantage. Donc, si nous passons à cette autre diapositive ici, eh bien, vous avez effectivement, eh bien, ce qu'il va falloir prendre en considération, investir dans le pré-vaccin, justement, avec WASH est mieux que de dépenser effectivement de l'argent sur ces ventilateurs extrêmement complexes et chers. Maintenant, sur la reprise, eh bien, j'ai fait la liste, en fait, des domaines, notamment investir pour élargir l'accès, créer des emplois, dont nous en avons déjà parlé. Il y a, en fait, des investissements qui devraient, en fait, qui pouvaient effectivement offrir des efficacités, mais utiliser des capacités, plusieurs systèmes ont des capacités et donc avoir des gens qui sont connectés à utiliser cette capacité et cela devrait effectivement être considéré comme des opportunités à court terme sans regret par les ministres des Finances. Ce n'est pas juste des investissements, c'est aussi en fait un autre côté des affaires, améliorer la gouvernance et pour justement offrir les avantages sont notés ici, mais le premier, je pense, est très important, le plus important. Donc, réduire effectivement la charge sur les fonds publics parce que les fonds publics seront de moins en moins disponibles. Et donc, tout ce qui peut être fait justement pour garder cet argent sur différentes causes est certainement quelque chose qui est important, eh bien, donc, au gouvernement. Donc, essayons d'autres termes d'améliorer donc les finances, le type de gestion de finances pour WASH est important. Maintenant, passons à l'autre diapositive. Et en fait, les programmes d'investissement à forte intensité de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est très intéressant, justement, de voir donc les dollars des fonds publics qui vont dans les systèmes d'eau, qui peuvent effectivement permettre à plusieurs personnes de travailler, personnes qui travaillent là-dessus. Donc, une façon, effectivement, une belle photo pour illustrer ce que je vous dis. Continuons. Au cours des années, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, qui ont étudié donc l'emploi dans WASH. Et ici, eh bien, vous avez le type d'études de cas avec différents exemples illustrés. En fait, qui est intéressant, bien sûr, l'assainissement est important. Un travail qui a été fait par l'Université de Pretoria. Nous pouvons créer 100 000 emplois si effectivement nous mettons ces gens à l'œuvre. Donc maintenant, nous allons passer à cette autre diapositive.
Et au fur et à mesure que les études ont été faites, eh bien ici, vous avez la réalité des choses. Ce sont des exemples du monde entier lorsque l'on observe la façon dont les emplois ont été créés par des investissements à WASH et d'autres emplois, pas juste des emplois, mais aussi à créer de nouvelles affaires, de nouveaux business qui créent de nouvelles opportunités, qui créent aussi, bien sûr, des revenus au sein du gouvernement. Donc, différents exemples ici et peut-être des pays qui ont vécu différentes crises dans le passé ont déjà ces systèmes en place. L'Argentine, par exemple, eh bien, lorsqu'ils ont envigorisé l'économie, eh bien, en fait, a eu un programme et a créé énormément d'emplois dans la zone de Buenos Aires et surtout dans l'emploi des jeunes, qui est un facteur important dans le cadre des programmes d'emploi pour les jeunes. Ensuite, eh bien, nous allons parler effectivement rapidement et cela montre en fait si vous investissez dans dans l'efficacité, eh bien, vous pouvez effectivement améliorer le crédit des services publics et cela leur permettront justement d'accéder à de nouvelles sources de financement. Ici, donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rajoute effectivement une augmentation donc tarif et ici, eh bien, en noir, eh bien, vous voyez ici toutes les choses qui sont sous le contrôle des services publics qui montrent l'efficacité et la réduction, donc qui a effectivement un impact important justement sur le crédit. Ici, vous avez un exemple des efficacités d'énergie de l'Ouzbékistan avec les différentes interventions. Et sur la droite colonne, eh bien, période de retour d'investissement est relativement courte et les ministres des Finances devraient être intéressés par ce type d'investissement. Non seulement, eh bien, cela réduit les coûts, mais avec un retour d'investissement, mais cela aide l'économie en même temps. Ensuite, autre diapositive, eh bien, justement, illustre l'attention justement à contrat de fuite. Donc, basé sur la performance qui est un retour d'investissement. Mais dans ce cas-là, j'aimerais bien illustrer comment, dans une domaine de service à Ho Chi Minh, par exemple, eh bien, cette réduction de fuite a donné suffisamment d'eau, finalement, à la moitié de millions de personnes et par un remplacement de compte et en trouvant des fuites qui existaient, donc pas de remplacement proprement dit des conduits, mais juste effectivement une réparation. Ici, eh bien, une partie de la revitalisation, donc il y a peut-être 3 ou 4 fois, et en fait, on va cliquer encore une fois pour les photos. Est-ce que cela montre si on revitalise et si on devient un peu plus créatif, eh bien, les clients représentent une grande partie de la population et il y a zéro subvention. Ce sont les plus pauvres de la société. Ces personnes doivent recevoir un service comme celui qui se trouve sur la droite, avec des jerrycans qui sont livrés à la main, sur des chariots. Ce que l'on peut faire, eh bien, penser à un nouveau système qui se trouve sur la gauche avec des petites camionnettes qui vont dans la ville et qui peuvent livrer des quantités adéquates d'eau à la demande et donc améliorer en fait la résilience à la COVID et satisfaire en fait le SDG 6. Alors maintenant, si nous passons au prochain. Voilà, donc quelque chose pour Catrino, nous n'allons pas en parler. Alors, ici, dans ce secteur, eh bien, nous ne sommes pas certains des solutions. Tout ce dont je vous ai parlé, tout ce que nous savons, que ce soit les défis en termes de gouvernance, de finances, de performance technique, de création de promotion ou bien d'efficacité des opérations, il y a des volumes qui sont ici et qui sont des exemples de ce qui se passe dans le monde entier. Nous ne sommes pas certains des solutions à nos problèmes, mais ce qui nous manque, c'est vraiment en fait un leadership. Et donc ici, nous pouvons voir, eh bien, que c'est un leadership du haut vers le bas, y compris des ministres des Finances
Et lorsqu'on regarde la Corée, la Malaisie, Singapour, l'aide à l'eau qui montre justement comment la sanitation est possible au sein de la génération avec des leaderships. Et donc ici, c'est un leadership qui vient du haut, une approche coordonnée, un engagement continu et une vision. Et cette vision, eh bien, montre plus récemment, eh bien, ce qui se passe pour éliminer justement, avec tous les deux, et en juste 5 ans. Donc, nous avons effectivement une réalisation extraordinaire par les politiques du top. Ici, et donc, le leadership politique vient de tout le monde. Et où est-ce que les ministres financiers peuvent aider? Ils peuvent continuer à investir dans le WASH pour empêcher le Covid, comme j'ai mentionné, et pour construire une base pour les avantages à long terme de santé, pour l'économie et pour l'emploi. Pour assurer la continuité du service, nous le faisons avec l'appui du gouvernement aux fournisseurs de services. On pourrait peut-être en faire davantage. Et bien entendu, du côté de l'investissement, nous pouvons augmenter ou étendre des services qui donnent des opportunités d'emploi. Ce sont des investissements sans regret qui améliorent l'efficacité et aussi la solvabilité. Du coup, le liquide est intéressant, l'investissement est intéressant, mais la réforme est tout aussi importante dans le cadre d'une crise. Nous devons alors soutenir les réformes qui peuvent améliorer la solvabilité. Nous devons permettre des nouvelles sources de financement être accédées pour réduire la charge sur la finance publique. Et je pense que chaque ministre de la Finance le souhaiterait à l'avenir. C'est donc mon survol pour vous donner une petite idée générale, pour que vous pensiez aux 3 thèmes, donc répondre, récupération et revitaliser. J'espère que j'ai bien réussi en un quart d'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bill. Vous avez bien présenté la situation. Il y a beaucoup de questions, y compris sur les politiques et des exemples. Vous en avez donné certains, d'autres en ont plus. Et nous savons que Katharina va nous parler d'un sujet où il y a beaucoup de questions. Nous allons passer à la prochaine présentation, mais après Katharina, nous reviendrons vers les questions que l'on a posées dans le chat et aussi nous répondrons à des questions qu'ils ont peut-être eues après la présentation de Katharina. Voici donc des perspectives du livret. Comment tirer le plus des investissements dans le WASH? Nous allons écouter Katharina Fonseca, économiste. Elle a son doctorat. Elle a 23 ans d'expérience dans le secteur. Elle travaille avec des gouvernements et la société civile dans les coûts et la finance, donc les sujets brûlants d'aujourd'hui. Jusqu'à récemment, elle était chef de l'IRC, du programme financier. Elle est conseillère de l'assainissement et de l'eau. Elle est co-écrivaine du manuel SWA pour les ministres français. Et Katharina, c'est à vous. Merci beaucoup, merci, bonjour, bonsoir, bon après-midi, merci d'avoir été, de vous être joints à nous et de nous écouter. Je vais essayer de parler de certains points saillants dont on parle beaucoup entre collègues aussi, c'est-à-dire où commencer dans l'engagement avec les ministres financiers ou au moins avec la trésorerie et les collègues de ce côté-là. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, SWA a lancé un manuel pour les ministres de la Finance. Et c'était un plaisir pour moi de coécrire ceci avec Bill qui vient de vous parler, d'un collègue de la Banque mondiale. Et vous pouvez les télécharger sur le site web. Ça a vraiment été un effort avec de multiples parties prenantes
Et nous travaillons avec des pays dans tout le monde sur plusieurs types de développement dans le secteur de l'eau. Et ça a vraiment été source d'inspiration pour les ministres financiers, les ministres dans ce secteur pour voir ce qui fonctionne bien et pour comprendre comment avancer. Alors, quel est le contenu du manuel? Je vais passer beaucoup de temps sur cette diapo et les autres qui en dérivent pour vous expliquer là, comment agir et comment avancer. Les ministres financiers peuvent améliorer l'eau et l'assainissement pour des millions de personnes en soutenant des politiques dans 4 zones clés. C'est comme cela que nous essayons de les organiser. Déjà, en optimisant la valeur des fonds publics existants, en mobilisant plus de fonds. Donc l'un, c'est de faire le mieux avec ce que l'on a déjà. Deuxièmement, de recevoir plus de fonds. Sinon, d'augmenter la finance domestique remboursable. Je vous expliquerai le concept un petit peu plus tard. Et sinon, l'innovation et les approches moins connues. Tout d'abord, les 2 premières cases, donc en bleu marin et en bleu ciel, mobilise plus de ressources que les autres cases. Les 2 autres cases à droite, pour les 2 autres cases à droite, nous avons moins de cas d'études réussies. Après, dans les pays à bas revenus, c'est le fait de mobiliser plus de finances et de regarder, en plus, et pour l'innovation, les approches moins connues dépendent vraiment de leurs ressources et leur exploitation des fonds existants. Donc, les 2 derniers blocs dépendent de comment l'on utilise les fonds existants. Pour chaque zone d'intervention, nous avons 20 cas nationaux. Déjà, pourquoi est-ce que nous les avons utilisés? Déjà parce que les informations extra sont intéressantes, mais aussi ils ont une chose en commun. Ils ont tous besoin de coopération avec leurs collègues de la trésorerie. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment optimiser la valeur de fonds publics existants? Déjà, avec les incitations dans le secteur, Bill en a parlé. Nous, on ne peut pas recevoir beaucoup d'argent avec le ciblage. Nous avons des exemples du Chili, de la Colombie, aussi du Burkina Faso, entre autres. Et eux ont beaucoup d'informations intéressantes. Sinon, on peut promouvoir une meilleure planification du secteur, par exemple au Cambodge, au Mozambique aussi, et je dirais aussi le Mali. Sinon, pour mobiliser plus de fonds, encore une fois, ceci découle de la gouvernance. Il s'agit de bonnes politiques de récupération de coûts, des réformes de tarifs, des taxes spéciaux. C'est très important si vous souhaitez pour l'assainissement qui est difficile à fonder et aussi pour atteindre les populations moins rémunérées. Il y a d'autres options, par exemple les subventions transversales. Après, les ministres de la Finance peuvent aussi augmenter la finance domestique remboursable en créant des mécanismes qui affectent le risque dans l'investissement. Il y a aussi des activités de finance au niveau municipal et au niveau des ménages. Ici, nous avons nettement plus d'exemples de l'Asie et de pays avec des secteurs d'eau plus sophistiqués, des secteurs de finance plus sophistiqués aussi. Et enfin, il y a eu un cas où nous voyons des bons résultats dans l'accès aux fonds climatiques au Kiribati et un avec des obligations liées à l'impact social au Cambodge. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quelles sont les sources principales de la finance pour ces mécanismes? Pour les 2 premières cases, la finance découle des fonds publics au niveau domestique, donc les taxes, les tarifs et aussi des virements des donateurs, mais ceci représente un petit pourcentage globalement. Et les 2 autres cases et 2 autres mesures découlent plutôt de la finance publique et privée, c'est-à-dire des mécanismes où les prêts doivent être repayés d'une manière ou d'une autre. Oui, je parle à titre très général, mais je pense que c'est important de bien discerner la différence. Prochaine diapo.
Ce que j'ai souvent vu lors du dialogue sur le financement avec des ministres de la Finance, c'est que nous passons beaucoup de temps à parler du côté droit de la diapo et non pas du côté gauche. Pour les deux premiers types de mesures, ceci mobilise plus de fonds et sont relativement plus faciles, entre guillemets. Pourquoi? Car cela cela est lié à la gouvernance des processus déjà existants dans certains pays. Ils sont peut-être pas là dans le secteur de l'eau, mais oui, ces mesures sont là pour dans d'autres secteurs. Mais par contre, à droite, ceci requiert des systèmes plus sophistiqués, des réglementations plus spécifiques qui garantissent que le secteur devienne moins risqué pour les investisseurs. Cependant, chaque fois que nous parlons de finances, les discussions ont tendance à virer plus à droite. Et alors, quand il s'agit de voir comment avancer, je dirais qu'il faut commencer plus au niveau local. Après, ça dépend de votre pays et son statut de développement. Et je n'ai pas le temps de vous montrer chaque exemple, mais je vais vous en montrer deux. Tout d'abord, je souhaite vous parler du Mali. Au Mali, ils ont commencé par l'appréhension de l'argent qui allait vers l'assainissement, l'eau et l'hygiène. When the first report was published, it showed that the water sector was getting just a bit over 1% of the national budget and had not changed much over time, even though the national budget had been increasing over time. And this was much below the estimated needs. So they checked how much money they were getting and how much money they needed. The Ministers for Water and Sanitation presented the tracking findings to the Cabinet Council, which is chaired by the Prime Minister. In 2018, the water budget more than doubled to 2.62% of the national budget, including plans for 100,000 water connections for the most marginalized in the district of Bamako. Next, please. Something a little bit more on the sanitation side. The Ministry of Environment and Energy in Costa Rica established the Water Discharge Environmental Fee, basically a tax, under the premise that those that produce pollution must bear the costs. Between 2016 and 2018, this fee has collected, the fees collected led to an investment of $1.2 million directly going to help the rural operators which had lower financial capacity for developing sanitation projects. Et cela prend en compte les efforts pour ne laisser personne derrière. Donc, nous allons vous montrer deux des cas que nous avons justement dans ce manuel. Autre diapositive. Alors, là encore, eh bien, j'ai entraîné toutes sortes de grands groupes dans le monde entier et étant donné que lorsqu'on a lancé ce manuel, on a dit d'accord, pour la première fois, pour le premier type de mesure, nous allons travailler là-dessus, mais en fait, il y a une liste de 100 problèmes sur les raisons pour lesquelles les pays ne peuvent pas accéder, si vous voulez, ce type de mesure. Donc, ils m'ont dit où est-ce que l'on doit commencer. Moi, je ne peux pas effectivement passer en revue ces centaines de problèmes. Je suis sûre je vois d'ailleurs, il y a toutes sortes de questions qui viennent, mais moi, je vais me concentrer sur 3 questions que j'entends. Et la première, donc, je ne peux pas, en fait, je peux parler à mes donc, on peut le dire, nous avons toutes sortes de capacités d'année en année et donc c'est une question que j'entends. Nous avons aussi toutes sortes d'infrastructures avec toutes sortes d'investissements construire qui ne marchent pas ou bien mon ministre n'a pas suffisamment de compétences ou de main-d'œuvre pour pouvoir s'occuper de ce qu'il doit faire. Et donc quelque chose d'autre dont j'aimerais vous parler, c'est même si nous avons énormément de problèmes, mon pays est très pauvre, il y a différents domaines, nous n'avons pas de services, de prestations, ce sont des choses cher, cela prend du temps. Par où commençons? Et peut-être vous dites, mais est-ce que effectivement c'est un rapport avec le ministre des Finances?
Alors, autre diapositive, et ici, en fait, eh bien, c'est en rapport avec le ministre des Finances, parce que toutes les solutions, la plupart des solutions à ce problème nécessitent une collaboration avec la trésorerie, parce qu'ils sont en dehors donc de ce secteur. Certains, eh bien, je vois d'ailleurs. Je vois qu'effectivement, c'est l'avant-dernière diapositive. Sur la question donc des fonds existants, eh bien trouver effectivement les causes véritables. Les causes véritables sont différentes dans différents pays et quelquefois, ça peut être une combinaison des différentes causes. Quelquefois, ce n'est pas juste la faute du secteur en question, mais lorsque le système de gestion des finances veut dire que les fournisseurs de services ont des budgets 7 mois après le début de l'année fiscale, eh bien, ce n'est pas un problème c'est en fait un problème de gestion de l'argent public en réalité. Quelquefois, c'est en rapport avec le type de financement qui est transféré. Je vois plusieurs pays où on peut commencer à analyser justement eh bien, leur livre de compte et on commence à voir que tous les budgets vont au salaire, par exemple, et il n'y a pas d'argent pour faut faire la surveillance ou autre. Il y a peut-être des de la grande maintenance qui n'est jamais là. Donc, vous avez de grandes équipes au niveau du district, au niveau des prestations, mais ce ne sont pas, ces personnes ne sont pas capables de faire leur travail parce qu'il y a une petite partie du budget qui ne se trouve pas dans les salaires ou le manque de mécanismes de responsabilité. Il n'y a pas un système de vérification plus difficile. Donc, en fait, de possibilité de dépenser les fonds. Et c'est là où ce mécanisme pourrait effectivement marcher. Avec un problème comme celui-là. D'autres pays aussi, quelquefois, ont d'autres fonds sur d'autres projets. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'extérieur, justement, du planning des ministères et cela rend les choses difficiles de dépenser des fonds existants et que tout soit aligné avec la vision du pays. Alors, deux choses sur la réhabilitation. Donc, eh bien, ne pas accepter le problème. Il y a toutes sortes de causes qui existent. Peut-être que vous n'avez pas aussi, en fait, je parle au niveau national ou autre, combien de moyens avez-vous? Quel est leur état? Peut-être que vous avez un registre des moyens, peut-être que vous connaissez l'état des infrastructures, mais peut-être que vous n'avez pas, en fait, un plan pour gérer ces moyens. Donc, jusqu'à présent, c'est le rôle du secteur, mais peut-être il n'y a pas de ligne de budget, peut-être qu'elles ne sont pas perdues dans la gestion de budget pour la maintenance préventive. Et là, cela nécessite la trésorerie. Ou alors, et j'entends ça souvent, il y a un manque de clarté pour la grande maintenance. C'est pas clair de voir où sont les limites qui devraient faire quoi. Alors, enfin, eh bien, ne laisser personne derrière. Tout d'abord, on a besoin d'une stratégie, bien sûr, pour réduire les inégalités. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a souvent, et je pense que c'est utile d'avoir une collaboration avec d'autres secteurs, surtout donc la santé et l'éducation, qui ont souvent des stratégies qui ont travaillé ensemble. Il y a davantage d'objectifs pour éviter ces inégalités. Où est-ce qu'ils sont? Et moi, je reviens à ça. Quelles mesures sont plus efficaces? Et quelles sont les mesures qui ne sont pas efficaces? Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de mesures dans le secteur, toutes sortes au niveau des tarifs qui ne sont pas efficaces. Nous n'avons pas énormément d'informations là-dessus. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites. Bill en a parlé de l'année dernière, mais nous n'avons pas en fait beaucoup d'exemples de pays. Burkina Faso, il y a 2 ans, eh bien, a parlé de ces subventions en termes d'assainissement. Dehors de ça, eh bien, ils ont revu tous les tarifs et effectivement, cela montre qu'il y a des coûts de maintenance qui ont été inclus. Ils savent exactement comment récupérer l'argent pour ce type de choses et certaines choses se trouvent aussi dans les manuels. Ah, ma dernière diapositive, la voici. Alors, dernière chose que j'aimerais bien vous dire, eh bien, c'est dont on a parlé, les objectifs sans un plan financier, bien j'espère, sans plan financier, eh bien, on ne peut pas mobiliser davantage de fonds. Commencez à étudier les problèmes, regardez-les en profondeur, montrez des résultats et un secteur est vu plus efficace, plus en confiance et plus, eh bien, ce sera transparent, plus il
il y aura des fonds. Vous pouvez utiliser en fait ce manuel qui a en fait toutes sortes d'outils, vidéos. Donc, c'est effectivement écrit, rédigé simplement de façon à ce que les gens qui ne sont pas experts en finance puissent le comprendre. Vous pouvez le passer en revue. Nous avons aussi des groupes de travail qui ont été donc faits. Et là, nous aimerions effectivement, expérimenter avec des niveaux national, au niveau et nous aimerions effectivement d'aider et peut-être fournir certaines aides, mais c'est en fait tout ce que vous pouvez voir. Donc, des circonscriptions qui sont ici. Merci encore d'être ici avec moi. Merci, Carolina. Et moi, j'ai demandé que vous gardiez votre caméra parce que nous avons énormément de questions et nous n'avons pas énormément de temps parce que les présentations étaient tellement bonnes. Vous avez répondu à des questions qui se trouvent déjà dans le chat après la présentation de Bill. Alors, il y a peut-être deux jeux de questions que j'aimerais bien poser. Alors, il y a un jeu de questions donc justement qui parle de la politique en termes des arguments, du message et certains des choix aussi qui sont sur l'équilibre des choix économiques qui ont du sens pour que les pauvres aient accès, pour ne laisser personne derrière, mais certains choix aussi qui ont été faits de façon non nécessaire. Donc, comment qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Un exemple qui a été donné lorsque l'on parle justement des subventions. Et qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Un exemple au Nigeria, avec les choix politiques qui ont été faits, plutôt que basés sur les arguments. Est-ce que vous avez en fait des exemples où justement, cet équilibre n'a pas existé et reconnaître justement les défis qui existent et qu'est-ce qui a été fait avec la COVID? Et donc, est-ce que effectivement le gouvernement aurait pu dire eau gratuite, ce qui est un argument effectivement énorme, mais en termes et ne pas créer des dépendances. Donc, c'est le type de questions. Et ensuite, je reviendrai à Katharina. Parce qu'il y a aussi, en fait, toutes sortes de questions sur des relations intersectorielles et nous terminerons pour parler, en fait, l'influence et le soutien, le rôle des différents acteurs, que ce soit les médias, gouvernements et ramener aussi différents secteurs. Alors, je vais commencer avec Bill pour nous parler de ça et voir si effectivement il y a ce qu'il veut faire, donc le suivi. Merci Valérie. Eh bien, je pense qu'effectivement le politique est au cœur de toutes sortes de défis auxquels le secteur fait face. Et c'est difficile que 2020, nous n'avons pas un accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et ces pays qui sont arrivés, ont vu que c'est un impératif politique. Donc la question est de savoir à quelle mesure peut-on s'engager auprès des politiciens justement ou des politiques pour les aider à comprendre comment Watch ou EH peut aider en termes de développement du pays. Il y a en fait une photo justement dans ce manuel qui montre les différences entre les pays et comment Watch universel, des pays qui ont Watch universel ou pas. Et en fait, il y a une grande différence justement entre les deux. Donc, moi, je pense que, en fait, il faut faire un meilleur travail à convaincre les politiques que c'est une bonne façon de faire pour l'économie, pour le public au niveau de l'hygiène, au niveau sanitaire et maintenant, bien sûr, en tant que de réponse à la pandémie. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres choix où ils peuvent mettre effectivement leur argent. Donc, il va falloir montrer que c'est un domaine qui va donner un grand retour d'investissement. Si les politiques ne sont pas ouverts à ça, à ce moment-là, nous avons un défi. Mais je pense que cela devient de plus en plus clair que WASH est central pour répondre à la COVID. Et si nous pouvons effectivement montrer que c'est important en termes de génération d'emplois, au fur et à mesure qu'on avance la création d'entreprises qui vont durer même au-delà de la crise de la COVID, c'est le type de choses justement qui peuvent peut-être aider
à faire avancer et qui sera en notre faveur. Alors, l'eau gratuite, eh bien, c'est quelque chose, bien sûr, qui est une question intéressante au niveau politique, mais aussi d'une perspective de santé. Eh bien, peut-être que cela a du sens. Il y a des pays qui ont de l'eau. Effectivement, vous pouvez dire que vous avez des paiements différés. Et donc, quand on vous donne ce type de période, mais il va falloir revenir. Mais ceci peut générer, comme Guy a dit, qu'il y a une dépendance sur l'eau libre et si les gens, l'eau gratuite, et si les gens recommencent à payer pour l'eau, ceci sera difficile. Et alors, il s'agit vraiment de communication. Il faut que tout le monde puisse montrer que ce qui est fait est logique, que ce qui est fait ou devrait être fait est logique, que les politiques aient du sens. Il faut aussi montrer que pour avoir cet accès universel et d'avoir un service de qualité, que l'eau gratuite n'est pas la solution. Et c'est là où les politiques, ceux qui travaillent dans la politique ont plus de mal. Je m'arrête là. Mais avant de vous arrêter complètement, car votre présentation et celle de Katharina sont très intéressantes. Nous allons écouter tous les arguments pour comprendre pourquoi ça a un sens politique et ça a un sens au niveau du développement aussi. Il s'agit de convertir cela en un sens politique. Comment est-ce que cela peut servir l'État? Et il y a des avantages. C'est ce que je comprends bien quand vous parlez de communication. Oui, dans un sens, la communication est là, mais en fait, la grande question pour ceux qui travaillent dans la politique, c'est est-ce que ceci va m'aider à être réélu? Et peut-être qu'actuellement, ce serait bien le cas. La pandémie du coronavirus représente aussi une opportunité. Et si moi je débarque en offrant un accès universel, c'est parce que les gens payent pour l'eau de toute façon, ce n'est pas comme si c'est vraiment gratuit. Et donc cette offre d'accès universel pourrait gagner des électeurs dans le contexte de la pandémie. C'est peut-être une chose qui intéresse les politiques, à part des bonnes idées. Katharina, il y a beaucoup de questions par rapport aux relations multisectorielles et transsectorielles. Il y a cette idée d'opportunité dans l'investissement dans l'assainissement dans un contexte où tout le monde souhaite des ressources. Et alors, comment encourager des meilleures relations transsectorielles? Comment encourager cet accès commun tout en s'assurant que le secteur EH reçoit assez de ressources? Après, il y a des questions pour ce qui est de la participation d'autres secteurs, la presse, le Parlement, pour augmenter et encourager cette communication. Oui, merci. Je vais diviser ma réponse en 3 points. Tout d'abord, pour ce qui est de l'intégration et la collaboration entre les ministres de la Finance et les ministres de l'eau. Je vais vous donner des exemples qui ressortent d'études de cas que je connais, avec lesquelles j'étais engagée à certains moments. Et certaines choses qui fonctionnent. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir des plateformes dans les pays. Généralement, des pays ont des plateformes pour les donneurs ou des plateformes pour les parties prenantes. Et la plupart de ces plateformes dans le secteur ont commencé à comprendre des représentants d'autres secteurs, comme la santé, par exemple, ou l'éducation. Mais la plupart n'ont personne de la trésorerie. Et quand je dis quelqu'un, je parle d'un représentant à très haut niveau, pour qu'il y ait cette personne du ministère de la Finance qui peut parler au secteur de l'eau, qui peut faire le pont entre l'eau et la finance. Je sais que c'est effectivement le cas avec des plateformes très actives au Burkina Faso, au Maroc, et qui sont actives depuis pas mal de temps déjà. Mais il y a 2 conditions pour que cela fonctionne. Tout d'abord, sans les chefs d'État, sans vos présidents, vos premiers ministres, sans qu'ils croient dans le secteur,
Et sans que le secteur ait une priorité politique, comme Bill a dit, je pense que la collaboration entre, par exemple, la collaboration entre le secteur des armes et de la finance, oui, mais entre l'autre, non. Et la deuxième condition pour que cela fonctionne, c'est que cette vision des chefs d'État doit être projetée dans un plan concret. Par exemple, les ODD, quand nous parlons des projets dans le secteur, c'est pour tous les sous-secteurs, l'assainissement de l'eau, les coûts. Combien est-ce que cela coûte? Oui, ça coûte telle ou telle chose. D'accord. Nous allons tirer cela des tarifs, des taxes et autres. C'est à quoi ceci va ressembler? Voici le plan. Après, tout le monde dans ces plateformes peut être aligné sous une vision commune. Ce que j'ai vu sur ces plateformes, lorsqu'il n'y a pas de plan, c'est que vous avez des agences avec leur propre mission parce qu'il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de point d'alignement commun. Donc, eux veulent faire telle ou telle chose, une autre agence fait autre chose. Il devient très difficile d'avancer si nous continuons à travailler de cette manière. Deuxièmement, par rapport au budget, il est intéressant d'entendre que c'est le secteur de l'eau contre d'autres secteurs quand il s'agit du budget. Mais si vous regardez les 10 dernières années, si vous regardez la part du budget dans les budgets nationaux, ce qui est réservé à l'eau, c'est comme une ligne plate, c'est comme dans les hôpitaux où on est presque mort. Donc, vous voyez qu'il y a des budgets nationaux qui augmentent, les budgets pour la santé ou autres augmentent, et ensuite, vous voyez le budget du secteur de l'eau qui reste plat en bas sans augmentation, sans hausse. Et en fait, ce n'est pas parce que le ministre de la Français n'aime pas le ministre de l'eau ou le secteur de l'eau, non, pas du tout. Mais si chaque année, on dépense 60-75% de son budget, pourquoi est-ce que le ministre vous donnerait plus d'argent? Il faut comprendre, il ne s'agit pas d'avoir plus de ressources, mais il faut plutôt faire comprendre le cas de l'eau en disant oui, notre budget a été 1% du budget national, ce qui est très faible. C'était le cas au Mali en 2015, c'est le cas au Madagascar, qui a été aussi très bas ces 10 dernières années. Donc, quand telle est la situation, comment augmenter à 2 ou 3%? Quel sera mon dialogue avec le ministre de la Santé? Quelles sont les choses à envisager pour recevoir cet argent? Pour ensuite avancer. On a parlé beaucoup du gouvernement actuellement et j'ai bien aimé votre dernière question pour d'autres types de parties prenantes. Et je ne peux parler de la société civile. C'est un plaisir pour moi de travailler avec la société civile dans le secteur de l'eau. Et aussi, il faut parler aux médias. Il faut qu'il y ait cette alliance entre le gouvernement local, la société civile et les médias. Et tout d'abord, après probablement tous les collègues ici viennent du secteur de l'eau, mais quand moi je parle de la société civile, la plupart des gens pensent « oui, vous avez le poing levé, vous êtes en train de défendre vos droits ». Mais dans les secteurs de l'eau, il ne s'agit pas de partis contre les personnes, contre l'accès à l'eau. Non, c'est un droit humain. C'est la responsabilité du gouvernement de fournir l'eau et l'assainissement. Nous avons des cibles, il n'y a pas de doute à cet égard. Mais en fait, l'approche du dialogue fonctionne, c'est prouvé. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes, un grand groupe dans 6 pays différents et j'ai bien noté que le dialogue fonctionne. Et en fait, la société civile et les médias peuvent s'aligner avec le secteur de l'eau, avec nos fournisseurs de services, les fonctionnaires du district pour construire l'argument. Et ensuite, la situation du COVID permet cela. Cela a presque facilité la tâche. Pour vous donner un dernier exemple, c'était lors de l'été au Kenya.
Et en heure de pointe, dans une semaine, on a parlé du processus du budget. Quel est le processus? Comment parler des priorités et quel est le grand problème au niveau local? L'eau étant l'un des problèmes. Et on a reçu des appels des citoyens lors de ces créneaux horaires et c'était magnifique. On avait des personnes analphabètes qui faisaient partie du processus du budget dans leur comté. Et ces citoyens, ils sont peut-être analphabètes, mais ils ne sont pas stupides. Eux savent ce qu'ils méritent d'avoir de l'eau dans leur robinet. Ils savent qu'ils méritent la dignité. Ils savent qu'ils ont besoin de toilettes propres. Et les médias, quand eux savent quelles sont les problématiques, ce n'est pas difficile de parler de processus de budget, ni de parler de pourquoi le budget reçoit seulement est distribué seulement à un district 7 ou 8 mois après que ça a été alloué. Et eux parlent d'une langue différente. Et les médias aussi atteignent le côté de la politique et c'est là nous avons un processus complet. Et parfois, c'est plus rapide de passer par ce chemin-là que de passer par des plateformes plus formelles. Et j'ai vu beaucoup de changements en agissant de cette manière. C'est possible. Oui, merci beaucoup. Et ceci nous permet de transitionner à la prochaine section. Surtout quand on pense au travail avec les médias au Mali, au Burkina Faso, et nous savons que l'engagement à tous les niveaux, avec les politiques, dans le privé, dans les communautés, c'est vraiment essentiel. J'aimerais donc passer à la prochaine présentation sur l'investissement dans le secteur dans le AU. Et je passe maintenant la parole à mon collègue qui se trouve à New York, qui travaille dans l'économie et la finance. Il travaille avec SWA depuis plusieurs années. Il travaille dans les cas pour l'investissement. Je vous présente Monsieur Guy Hudson. À vous. Oui, merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Les deux dernières présentations, avant ma présentation, étaient une très bonne présentation pour ce que j'ai à dire. Et donc, si vous souhaitez avoir une conversation avec le ministre de la Finance, les donneurs, ou même le secteur privé, ses investisseurs, vous devez savoir ce dont vous avez besoin, quelle population vous souhaitez atteindre. Mais vous avez besoin de chiffres concrets pour ce faire. Vous avez besoin de projets concrets, comme on l'a dit. L'établissement des prix n'est pas difficile, mais il y a très peu de pays qui ont vraiment établi les prix pour les cibles EAU dans le cadre des EDD. Et vous avez alors besoin d'avoir une certaine idée de ce qui a été dépensé dans le secteur pour comprendre les besoins et appréhender les ressources pour comprendre les lacunes dans le financement. Ceci, c'est utile aussi de connaître les normes au niveau national. Ceci vous permet encore une fois d'établir les coûts. Et ce processus vous aide à refléter, à faire le bilan sur ces normes pour voir si elles sont réalistes. Et alors, l'étude des coûts peut être une chose très utile pour voir ce qui est abordable dans le pays, surtout, et pour le peuple. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pendant quelques années, nous avons implémenté cet outil pour établir les prix. Nous pensons que plus de 40 pays l'ont utilisé. Nous avons eu un retour de la plupart d'entre eux. Ça se base sur un modèle qui était là lorsque j'étais avec la Banque mondiale, qui estimait les coûts globaux des ODD 6.1 et de réaliser les ODD 6.1 et 6.2. Et même si cette étude devient un peu vieille, nous avons mis à jour le côté de l'assainissement et le directeur financier va rédiger un rapport dans un avenir très proche.
mais nous souhaitons que plus de pays utilisent cet outil et l'adaptent pour générer leur propre rapport sur les coûts. L'outil est très simple, c'est à base d'Excel, tout le monde peut le comprendre maintenant. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne voit pas sur les tableaux, mais essentiellement, il faut travailler avec ce que l'on voit sur le tableau Excel. Le modèle examine les nouvelles infrastructures et où sont les lacunes dans les services de base, dans les services gérés de façon en sécurité. Et nous avons aussi adapté les modèles pour comprendre les coûts de l'entretien de l'infrastructure existante. Pour ceux qui n'ont pas de service, nous avons travaillé sur l'hypothèse que dans l'hypothèse qu'ils recevraient 15 tranches égales pour réaliser ces objectifs d'ici 2030. C'est-à-dire une progression en ligne droite vers l'accès. Mais certains pays pourraient projeter cela de façon différente, soit une accélération plus rapide, soit plus de progrès vers la fin. Mais nous travaillons sur l'hypothèse d'un progrès continu. Ceci comprend le capital, les coûts pour le capital, le logiciel et l'entretien. C'était une étude globale avec plus de 140 pays à bas, moyen et haut revenu. Nous avons créé des données de toutes sources différentes et nous avons populé le modèle pour qu'ensuite, lorsque vous regardez les pays, oui, vous verrez des valeurs de base, mais vous devez ensuite étudier les valeurs et les changer si possible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'outil peut être téléchargé du portail de l'outil SWA en anglais, français et espagnol. Donc, n'hésitez pas à trouver votre version. C'est mieux de sauvegarder le fichier avec le nom de votre pays dans le cas où vous la partagez avec SWA. Il y a trois pages principales, un guide pour les utilisateurs de 3 pages et une page de vérification de données où vous verrez les valeurs de base pour votre pays et vous avez aussi, non par défaut, et vous avez aussi l'option de mettre à jour les données par rapport à votre situation nationale. Et il y a une 3e page, le rapport en résumé où il y a des graphiques générés de façon automatique, certains tableaux que vous pouvez copier et ensuite coller dans des rapports. Toutes les pages de calcul sont cachées, mais peuvent être affichées en cas de besoin. Sauf si vous pensez les changer, c'est mieux de ne pas aller bricoler sur ces pages. Il y a aussi une directive qui est disponible en ligne dans les 3 langues. Il y a aussi un service d'assistance mondial en cas de besoin. Pour ce qui est de la page des vérifications de données, il y a plusieurs variables que vous pouvez modifier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Tout d'abord, vous pouvez changer votre pays. Oui. Tout d'abord, vous pouvez identifier votre pays. Il y a un menu où vous pouvez saisir votre pays. Ensuite, il y a une nouvelle option, car lorsque nous avons distribué le modèle, tout au début, nous avions utilisé les données de base de l'année 2015. Mais maintenant que nous sommes plus au milieu de cette période des ODD, il faut tout mettre à jour. Nous avons ajusté alors le modèle cette année et toutes les pages sous-jacentes ont été ajustées pour que vous puissiez changer l'année de base. Ceci vous permet de calculer les coûts depuis cette année-là. Si vous avez seulement des données, par exemple, depuis l'année 2017, comme a été rapporté du GNP dans les sondages nationaux, ce sera toujours, il y aura toujours un retard de 3 ans. Or, si vous avez des données plus récentes, vous devriez les saisir pour 2018 ou 2019 pour que ce soit aussi le plus mis à jour que possible. Vous avez aussi des options pour le choix de technologie, les cibles de couverture pour l'année 2030. Si la cible est à 100% ou à moins de 100%, vous pouvez ajuster la durée du logiciel,
des outils, du matériel informatique. Vous pouvez aussi rajouter des coûts et le financement disponible. Entre autres, vous pouvez aussi calculer vos résultats soit en dollars américains ou dans votre monnaie locale. Toutes ces données devraient être saisies en dollars américains. Ensuite, si vous voulez les chiffres dans votre monnaie locale, vous faites ce choix dans les tableaux et ceci sera affiché de cette manière. Mais vous devez aussi saisir le taux de change avec le dollar américain. Ceci vous donne un visuel à quoi ressemble le tableau pour voir ce que vous devez changer. C'est une petite capture d'écran d'une partie de la page. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous pouvez changer la technologie, donc l'eau dans les zones ouvertes, vous avez deux choix. Et c'est tout. Alors, si vous avez plus de deux choix principaux, vous devez les résumer en deux choix. Malheureusement, vous avez cette contrainte dans le modèle. Et pour le gérer en sécurité, à ce moment-là, nous avions seulement un niveau de service ciblé avec des données sur les coûts limitées. Donc, il y avait seulement une option pour ce faire et c'est une des limites. Prochaine deux diapos ou deux clics. Après, si vous regardez la proportion de la population qui reçoit ces choix de technologie et vous ajoutez ensuite l'année de référence ou l'année de base et les cibles dans les deux colonnes. Prochaine diapo. Maintenant, vous avez des colonnes liées aux coûts et à la récupération des coûts. Voici les coûts au niveau des dépenses sur le capital et la durée estimée du matériel informatique. Ensuite, les colonnes en marron représentent les deux sources de fonds, si cela découle des ménages ou d'une subvention. S'il y a un investissement du secteur privé, on s'attend à ce que cela soit récupéré soit par un tarif ou les PPP où il y a un mix de finances avec des subventions. Alors, ces deux colonnes doivent nous donner un résultat de 100% pour la récupération des coûts. Après, du côté opérationnel, les coûts d'exploitation, ça doit être les coûts par capita par an. Voici certains résultats. Donc, vous choisissez votre monnaie. Vous pouvez voir par niveau de service, par gérer en sécurité, par eau, par assainissement. Et si vous souhaitez changer certaines données ou certaines hypothèses, vous pouvez sauvegarder les informations en fichiers différents, soit vous pouvez copier les résultats dans un autre tableau pour ne pas perdre les résultats originaux. Pour ce qui est des lacunes financières, pour les calculer, vous devez saisir dans la page de vérification de données certaines informations par rapport à ce que reçoit le secteur actuellement pour ce qui est du budget national ou de l'assistance, de l'aide au développement de l'étranger. Si vous pouvez saisir ces chiffres, c'est si vous êtes à calculer les lacunes financières. Pour conclure, l'analyse est aussi forte que les informations les plus faibles. Si vous, par exemple, saisissez des données erronées, ceci va générer des résultats bien curieux. Oui, vous devez faire attention à ce que vous changez dans les tableaux à cause de ça. Et nous espérons que cet exercice stimulera un dialogue et ceci créera un plan d'investissement plus décentralisé
où vous aurez des données différentes pour des zones différentes du pays pour que tout pourra être reflété de façon bien spécifique. Et ceci dit, j'aimerais vous présenter une étude de cas. Et en fait, ce n'est pas une étude de cas avec l'outil pour estimer les coûts. Nous pensions que c'était meilleur de vous montrer un exemple où un pays a mis en place leur propre étude de leur propre façon. Nous sommes très contents d'avoir Kanzo, le directeur général du département du développement rural, le ministre de l'Agriculture, du bétail et de l'irrigation. Ceci est pour vous donner un survol de l'exercice au Myanmar. Je passe le micro à M. Zhou. Parfait. Donc, au moment lorsque nous avons fait donc ce plan, et il y a eu en fait un financement limité. Le texte du gouvernement et explique en fait quel est le système d'approvisionnement à ce moment, les opportunités cause des projets de réforme du gouvernement et des politiques étrangères, ainsi que les investissements. Donc, nous avons effectivement des processus de réforme réglementaire. Très bien. Donc, le plan d'investissement, eh bien, nous allons définir donc comment nous allons effectivement atteindre notre objectif de la stratégie nationale. Cela comprend bien sûr zones rurales, les écoles, établissements, la préparation aux situations d'urgence. Nous avons estimé donc des besoins de financement pour le coût d'investissement et les coûts récurrents. Donc, nous avons examiné les sources de financement potentiels, gouvernement, donateurs et donateurs. Donc, en fait, il y a effectivement un défi de cette mise en œuvre et on peut effectivement et pour donc il y a certains défis donc en termes de mise en œuvre. Non, en fait, et en tant que source principale pour coordonner, donc en fait, dans ce cas-là, donc à cause des différences au niveau régionaux, eh bien, il faut qu'il y ait une coordination. Un autre projet, donc ici, nous avons aucune priorité dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et une évolution aussi de la transition politique. Donc, bien sûr, et donc à ce stade, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc qu'il va faire ce projet, un projet de planification pour le gouvernement qui est en fait à court terme pour y arriver. Donc, autre chose, donc en fait faire par région, donc pour savoir effectivement la bonne cible, choisir. Donc, le vote n'était pas seulement une chose à faire, mais il fallait effectivement avoir des réunions face-to-face. Et c'est en fait, il n'y a pas ici à Myanmar, il y a en termes de routes d'accès notamment. Et donc, c'est pour ça que c'est un véritable défi pour nous.
Avant, donc ici nous avons cette diapositive. Donc, à cause des conflits en cours au Myanmar, donc l'implémentation, la mise en œuvre, pardon, pour cette implémentation. Et sur le plan d'investissement, la méthodologie est d'établir les besoins physiques. Et alors, principalement, nous regardons les données existantes, nous les comparons au niveau régional et national pour regarder les cibles. Ensuite, nous traduisons en coûts. Les coûts sont très importants entre les États. Ça dépend de beaucoup d'aspects différents. Ça peut être très différent de la source. L'économie peut changer aussi. Et pour ce qui est de l'analyse de la sensibilité, il faut comprendre les estimations du risque. Il faut être transparent et très clair. Là où on a besoin d'informations. Après, pour revoir les sources de financement disponibles. Il faut penser à la planification du budget, de la préparation. Il faut aussi penser au financement privé. Et il y a aussi, il faut aussi attirer, il y a aussi des mesures à prendre pour attirer les investissements du secteur privé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais maintenant partager des résultats de l'implémentation du plan d'investissement. Vous avez le plan EAH de l'investissement et maintenant nous avons un autre plan encore. Mais il y a toujours des conditions. Il faut une meilleure coordination, une compréhension entre les ministres sur les rôles et les responsabilités. Cette coordination est très importante. Il faut une compréhension renforcée des données pour les estimations. Il faut penser davantage aux coûts récurrents et l'importance d'un plan budgétaire à long terme. Il faut que les ministres participent. Il faut aussi des plans d'investissement concrets. Il faut aussi un meilleur SIG, des meilleurs systèmes de suivi d'évaluation pour pouvoir définir les coûts. Il faut construire alors un projet qui peut permettre de réaliser des objectifs et à travers des investissements. Il faut penser aussi à la participation et aux contributions, non pas seulement au niveau de la planification, mais dans le cadre de l'implémentation et de la rétention. Au début de l'investissement, la plupart du budget venait des syndicats, mais actuellement, à cause des plans et de la coordination au niveau régional, on a plus de contributions du gouvernement local. Au moment du plan d'investissement, il n'y avait pas de données. Et actuellement, nous avons des données. Et en parcourant les données, en utilisant le SIG, donc le système informatique de gestion, nous avons certaines données. Et ceci vient de l'implémentation du plan d'investissement de l'EAH.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour réaliser les objectifs. Après, que faut-il faire? Il faut continuer à renforcer, l'État doit continuer à renforcer son suivi et aussi son système informatique de gestion pour un meilleur financement. Après, sans données, nous ne pouvons pas détailler un budget, nous ne pouvons pas définir les bonnes cibles. C'est ce qui est très important. Il faut maintenir des conversations, un dialogue entre les ministres qui participent dans l'EAU. Il faut commencer à mettre en place des projets qui peuvent avoir des plans de projet pour attirer les investissements. Et après, il faut des solutions financières innovatrices aussi. Il faut une stratégie financière pour rétablir les coûts. Et actuellement, nous savons plus ou moins combien cela coûte, mais nous devons toujours savoir comment nous allons payer pour ces choses. Il faut qu'il y ait une certaine responsabilité lors de l'allocation des coûts. Il faut aussi penser à l'ESG, l'environnemental, le social et la gouvernance dans le cadre des conditions financières. Je vous remercie de votre attention. C'est le plan d'investissement au Myanmar. C'est notre expérience. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, écoutez, merci d'avoir fait justement de ce parler de cas et d'avoir montré comme façon dont c'est fait vraiment. Eh bien, il y a eu énormément de questions qui montrent justement cette appréciation et ce qu'ils peuvent faire pour ce que vous avez partagé et en fait, quels sont les défis surtout que vous avez vus et comment en fait vous voyez. Et donc maintenant, eh bien, je ne vois pas les questions qui sont arrivées. Là encore, merci à vous deux, parce que maintenant, cela nous donne en fait une bonne idée des outils. Et maintenant, eh bien, j'aimerais bien passer directement à Citali pour justement nous parler donc du processus de préparation, donc mécanisme de responsabilité donc mis en place avec l'équipe d'engagement qui a été mise en place et nous dire comment cet engagement va se faire et quelles sont les prochaines étapes. Donc, merci. Eh bien, Valérie, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Bonjour, bonsoir à vous tous. Et ce que j'aimerais bien, c'est que nous aurons en fait trois réunions des ministres pour la région d'Afrique le 4 novembre, 2 semaines après pour la région latine-américaine et ensuite en fin décembre, Asie-Pacifique. Donc, les pays, tous les pays qui sont partenaires du SWA ou du AH ont déjà reçu en fait une invitation. Donc, certains ministres de Finances ont déjà reçu les invitations pour participer à ces réunions. Ces invitations ont été envoyées à d'autres partenaires qui participeront aussi à ces réunions. Ces réunions seront en direct, seront donc diffusées pour la plupart d'entre nous, de façon à ce que nous puissions y participer. Voilà. Autre diapositive ici. Très bien. Alors, ce que je voudrais faire, c'est en fait donc mettre en relief, si vous voulez, donc certains points qui vont pouvoir vous aider à comprendre en fait les activités sur ce processus de préparation. Et j'aimerais bien vous parler de vous parler donc de ce que nous faisons. Alors, nous allons effectivement, tout est documenté sur le site internet. Si vous n'avez pas encore reçu les informations, eh bien, mettez-vous en contact avec nous ou regardez sur le site
Internet. Ensuite, si votre ministre a reçu l'invitation, eh bien surtout, regardez bien que ces invitations ont été données aux bonnes personnes. Et ensuite, eh bien, nous sommes impatients de recevoir les confirmations, comme quoi vous allez participer à ces réunions. Donc, nous attendons plus de confirmations. Nous demandons à tous les partenaires au niveau national, eh bien, de s'engager, de nous avec la préparation, ce qui veut dire que vous devez en fait ramener tous les acteurs ensemble, qui comprennent en fait le secteur privé, public et les acteurs comme les donateurs, organismes, banques de développement, ainsi que les autres organismes. Nous aimerions demander que lorsque les partenaires se rassemblent, se réunissent, eh bien, ils examinent justement tous les aspects de l'assainissement en rapport avec la réunion que nous allons avoir avec le ministre des Finances et se préparent à faire des analyses et créer une liste de priorités des investissements à faire et être clair en termes d'engagement qui doivent être entrepris par les gouvernements et quels sont les engagements que les partenaires vont prendre. Et cela fera partie de discussions. C'est aussi important que le gouvernement mène ces discussions. Il est important aussi que ces acteurs participent à ça. Si vous êtes dans un pays et vous ne connaissez pas ces discussions, eh bien, mettez-vous en contact avec nous et nous mettrons en contact avec effectivement la personne contactée au gouvernement. Maintenant, nous demandons que les résultats de ces discussions, eh bien, soient faits sous une vue d'ensemble de pays, un document, bref, qui montre et qui articule en fait les financements en termes d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de façon à ce qu'effectivement les gens savent ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, nous allons demander que pendant ce temps-là, c'est un moment aussi de regarder les engagements qui ont été faits auparavant et comment les revoir ces engagements et faire des rapports sur ces engagements. Il est important, bien sûr, faire le suivi de ces priorités et l'avancement. La semaine avant cette réunion, eh bien, c'est la semaine où le collègue Walsh, eh bien, nous encourageons tous les partenaires d'utiliser en fait ce moment en tant que moment clé pour communiquer avec les médias, d'engagement avec les partenaires au travers des discussions par radio, par télévision, réseaux sociaux ou journaux ou autres. Ensuite, eh bien, sa participation à la réunion. Comme je vous l'ai dit, il y aura une discussion qui se fera avec un manuel qui a été présenté ainsi que d'autres documents qui vous seront donnés sur les mécanismes de responsabilisation et nous vous donnerons effectivement ces documents. Il y aura des discussions bilatérales qui se produisent. Si vous n'avez pas déjà organisé une discussion bilatérale, eh bien, surtout n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons effectivement parler à différentes circonscriptions. Valérie, merci à vous d'avoir donné la parole et je suis impatient effectivement participer à la prochaine réunion d'ici 2 à 3 semaines. Merci à Citali, merci d'avoir passé en revue ce processus et de montrer quelles sont les prochaines étapes et comment cet appel continue à être engagé dans ce processus. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette heure et demie et je ne veux pas effectivement que nous prenions plus de temps et j'espère qu'effectivement cela a été utile pour moi, tout au moins, et j'apprécie vraiment en fait, la brillance de tous ces intervenants qui nous ont aidés à créer effectivement les éléments financiers, parler de ces éléments financiers et donc en soutien de notre projet. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier tous les intervenants et vous dire que plusieurs effectivement ont demandé l'enregistrement de cette réunion. Cet enregistrement sera disponible d'ici quelques jours. Si vous avez des questions de suivi, que ce soit pour le secrétariat ou d'autres intervenants, eh bien, vous pouvez toujours vous pouvez effectivement vous mettre en contact avec les différents intervenants et avoir les réponses à vos questions, même si effectivement il y a des réponses qui ont déjà été données dans l'arrière-boutique, si je puis dire, par le chat. Une des agences, c'est que le 1er octobre, eh bien, nous allons avoir en fait une information sur le financement secteur pour parler des services au-delà de la pandémie du Covid. Je pense qu'il est clair qu'il y a une réponse qui existe aujourd'hui et nous allons le mettre et nous en parlerons donc pour l'instant. Eh bien, nous allons commencer en fait, l'initiative des pays sera à Madagascar.
et Manatania, qui est en fait personne en charge à Madagascar, eh bien, parlera en fait de la population la plus vulnérable. Nous avons parlé en fait, nous avons parlé un petit peu des gens qui sont laissés derrière et comment nous traitons ce type de choses, les plus vulnérables qui n'ont pas accès effectivement à nos potables. Donc, au Madagascar, nous avons un ministre qui parlera donc avec les experts en la matière, les experts de finances qui parlent de solutions, et c'est une bonne transition justement à ce webinaire et le travail que l'on peut faire par la suite. Donc, surtout, n'oubliez pas cette date, le 1er octobre, nous vous donnerons davantage de détails et qui seront donnés par le secrétaire. Comme je vous l'ai dit, eh bien, nous arrivons donc à la fin de cette réunion, mais j'aimerais bien remercier tous les intervenants, Katerina, entre autres, Seka, Birken, vous tous et toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir cette réunion, secrétariat, bien sûr, de nous avoir rassemblés et réunis. Et donc, j'espère qu'effectivement, eh bien, nous en avons appris énormément. Et donc, nous allons continuer au fur et à mesure que nous nous préparons donc pour les réunions donc d'octobre et novembre. Merci encore à vous. Et ça a été bien de pouvoir vous parler aujourd'hui.